Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Bidon Collé. Cette semaine au programme le Dauphiné libéré, on va faire le débriefing des premières étapes, on parlera également de certaines courses qu'il y a eu en Belgique, puis après on fera une deuxième vidéo cette semaine, ce vendredi, sur le Tour de Suisse qui commence ce week-end. Pour ça je suis très bien accompagné, comme toujours avec Hugo et Noah. Comment ça va les gars ? Ça va super, on a déjà eu un Dauphiné avec un début mais vraiment incroyable. Et puis des très belles courses ce week-end, ça pue le vélo de tous les côtés. Je sais pas ce que t'en as pensé Noah. Bah oui, comme tu l'as dit, il y avait des courses partout, donc j'ai été heureux vu qu'il y avait du vélo partout. Donc, et c'est vrai que le début du Dauphiné, assez incroyable, je pense que personne ne s'attendait à ça. Ouais, à chaud, on vient de vivre une troisième étape du Dauphiné avec la victoire de l'équipe Movistar avec une super belle échappée et du spectacle tous les jours, mais surtout du spectacle qui a commencé très tôt dans cette étape. Ouais non c'est certain, ça a été très... Enfin l'échappée s'est formée, c'est des coureurs qui étaient forts dans l'échappée. C'était pas facile de la prendre. Mais on a vu quand même un peloton qui a laissé, j'ai un peu l'impression, moi, personnellement, laisser cette victoire à l'échappée sur la fin de la course. Alors sur le début, ça a été très compliqué de prendre l'échappée, mais sur la fin de la course, j'ai l'impression qu'on pouvait faire mieux du peloton pour aller chercher cette échappée. Tant mieux pour nous, parce qu'on a vu plus de suspense, plus de belles choses sur le vélo, mais je trouve qu'on laisse trop facilement les étapes filer. Noah, juste avant de rebondir sur la tactique de course, Ivan Romeo a gagné avec la tête, les jambes aussi. Toi, c'était ton coureur à suivre hein, cette année sur la Movistar. Est-ce qu'il t'a surpris de gagner comme ça ? Bah après, oui, je pense que ça surprend tout le monde. C'est sa première victoire pro World Tour, donc c'est quand même assez incroyable sur le Dauphiné avec un plateau comme ça. Il fallait être dans cette échappée-là, il était fort, donc ça me surprend pas tellement de le voir gagner dans cette échappée parce qu'il y a beaucoup de gars qui pouvaient gagner, mais je suis très content. C'est vrai que je voyais évidemment Van Der Poel s'en sortir à l'avant comme beaucoup de monde, mais très content. Il a été dans l'échappée, je pense. Pour le moment la plus dure évidemment de ce Dauphiné, mais une des échappées les plus dures à prendre depuis le début de saison, j'ai eu l'impression, parce que Van Der Poel a essayé je pense à 5 ou 6 reprises, il y a eu des lâchers comme Hugo l'a dit très tôt dans l'étape, et finalement 10 gars, que des gars très forts. On a même vu des gars qui normalement marchent plutôt pas mal, être un peu à bloc en fin d'étape et ne pas savoir aller fort à l'avant, et même des grimpeurs qui sur le plat allaient très bien. Ça prouve bien qu'ils sont en forme, et c'était une échappée uniquement d'hommes forts pour moi, donc gagner dans cette échappée là, chapeau. Ok, et Hugo, alors du coup, moi je reviens sur ta prise de parole tout à l'heure. Le peloton a abandonné, on va dire, l'étape. Est-ce que tu ne penses pas que le départ rapide, 2 étapes déjà où ça a bien roulé, un départ d'étape qui a été à couteau tiré, on va dire, beaucoup de coureurs se sont peut-être pas sentis capables d'aller jouer la gagne, ou pour toi, c'est de façon inadmissible de ne pas aller chercher l'échappée ici. Bah, moi je trouve que c'est un peu inadmissible, mais je peux comprendre pourquoi. Parce que j'ai un peu l'impression que dans le peloton, ça satisfait tout le monde quand on est dans cette position de... On souffle. Parce que en fait, ça roule tout le temps maintenant de plus en plus. Et il y a des moments où le peloton s'endort, j'ai l'impression. Parce que ça satisfait tout le monde. Tout le monde est à bloc tout le temps. Donc les équipiers, s'ils peuvent ne pas rouler, ça les avantage. Parce que demain, il y a une étape. Après-demain, il y a une étape. Et j'ai un peu l'impression qu'on a aussi peur des favoris comme Pogacar, comme Remco Evenepoel, Vingegaard. On a l'impression que sur une petite accélération, sur un moment où on peut revenir tout près de l'échappée, on peut les exciter. Et donc... c'est pour ça que je pense que certaines équipes n'ont pas roulé, à l'image de Total, qui avait peut-être un homme devant, c'est vrai, mais qui lâche au moment où il y a le moins de secondes entre le peloton et l'échappée. Donc ça peut expliquer cette non-envie de revenir du peloton, parce qu'il y a vraiment eu zéro organisation sur l'échappée. Personnellement, j'ai pas vu sur les 20 derniers kilomètres à un moment donné où ça a roulé les uns pour les autres, même à un moment donné où après la bosse, il y a Lipowitz qui est devant avec Terrada et j'aurais pu dire la troisième personne, mais ils n'ont pas roulé ensemble. Van Der Poel a dû faire un effort pour revenir. Une fois que Van Der Poel est revenu, ça se regarde et derrière ça revient quoi. Ouais, Noah, 13 équipes représentées parce qu'à la base ils étaient 13 devant. Est-ce que tu trouves normal que le peloton laisse filer ?
Bah non, je trouve pas ça normal. Après, la petite explication, c'est peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes de sprinteurs, ou en tout cas d'équipes avec un sprinter en lequel il croit en 100% en ses chances, parce qu'il y a quand même un Milan qui est assez au-dessus du lot. En tout cas, il l'a prouvé sur le premier sprint. C'est quand même difficile, avec le train qu'il a, d'aller battre un Milan. Et les équipes se disent qu'elles n'ont peut-être pas envie d'aller rouler si c'est pour la victoire d'étape avec la Trek, alors que leur sprinter, certes Milan était lâché dans la bosse, mais ça pourrait très bien être le cas pour le sprinter des autres équipes. Et les équipes de leaders se disent qu'il y a des grosses étapes qui arrivent et dont un chrono, donc personne n'a vraiment envie de se mouiller. Et les seuls endroits où on fait la bagarre, c'est pour les placements, et puis après on laisse filer. Tant mieux pour l'échapper, mais c'est vrai que ce petit désintéressement du peloton m'a un peu agacé. Heureusement, on avait une magnifique bagarre et échappé devant, donc ça a fortement sauvé la mise, mais voilà, ça, c'est un peu ennuyant. Deux coureurs qui se replacent pour le classement général. Terrada, on en a déjà parlé. Lipovic, ce sont peut-être les deux grands gagnants après Romeo aujourd'hui. Est-ce que c'est des coureurs qui peuvent, selon vous, peut-être pas titiller le top 3, mais qui peuvent, grâce à ça, se placer dans le top 5 final? Sur un parcours qui n'était pas à 100% à leur avantage, je trouve aujourd'hui, ils ont été très forts. Je trouve que surtout Terrada m'a semblé, peut-être pas explosif parce que c'est pas son rôle non plus à 200%, mais quand il fallait faire un relais ou quoi, c'était lui le plus fort. Moi, c'est ce qui m'a semblé. Certes, Van Der Poel était vraiment fort, mais plus c'est dans l'explosion que ici. Là, on voyait que s'il fallait faire des relais et revenir, c'était eux qui étaient les plus en forme. Donc, pourquoi pas aller chercher un bon résultat. Maintenant, déjà, le chrono demain, ça peut. Lipovic roule bien chrono quand même. Je pense. L'année passée, qu'il avait fait une bonne performance sur un chrono. Je ne saurais plus la sortir comme ça. Maintenant, il a quand même déjà une bonne minute d'avance sur ses rivaux. Ouais, et pour toi, Noah, moi, je vais être honnête avec vous, hein, mais si j'étais dans l'échappée aujourd'hui, l'homme que j'aurais essayé de suivre à tout prix, c'était Terrada, parce qu'il marche, parce que son équipe marche, et en général, quand la spirale est positive comme ça, on fait peu d'erreurs. D'ailleurs, il fait encore un podium aujourd'hui, donc c'était un très bon coureur, mais j'aurais été battu, voilà, c'est sûr. Donc, par rapport au classement général? Oui, mais je voulais juste dire par rapport à l'échappée, je pense qu'une équipe qui doit être déçue, c'est l'équipe Ineos qui avait quand même deux gars à l'avant, la seule équipe qui avait deux gars à l'avant, dont Axel Donc, Axel Laurens. Laurens, ouais. Donc au sprint, c'était le seul qui pouvait peut-être un peu contre Il Werder était Kramos à la fin. jouer. Et oui, il a été vite Kramos et dans la bosse, ça a été fini et pour son coéquipier Del Pied aussi. Donc je pense que c'est l'équipe qui doit le plus s'en mordre les doigts aujourd'hui, quoi. Je pense que je vais revenir sur l'échappée encore une dernière chose. Je pense que Mathieu Van Der Poel fait une erreur dans cette étape. C'est que après la bosse, à 20 km de l'arrivée, ça se regroupe. Et la première chose qu'il fait, c'est pas essayer d'organiser ce groupe, c'est l'attaquer. Et malheureusement, je pense que quand on est dans lui, ce qui l'arrangeait le plus, c'était peut-être d'arriver jusqu'à 10 km, 9 km, peut-être 8 km où ça ne s'attaque pas. Et puis après, et on a vu que pendant plus de 15 bornes, il a dû suivre chaque attaque. Et malheureusement, à la fin, ça se paye. Et je comprends totalement pourquoi personne ne roulait avec lui. Enfin, pourquoi personne ne roulait avec lui, ni que tout le monde était dans sa roue, surtout quand il attaquait. Donc moi, c'est un peu le truc qui me dérange. Et pourquoi pour moi, il n'a pas gagné aujourd'hui. Ouais, et je te rejoins à moitié parce que une fois qu'on se retrouve devant et qu'on est Mathieu Van Der Poel, la preuve c'est que c'est pas lui qui attaque, il doit aller chercher tout le monde et donc du coup il a peut-être voulu essayer de jouer sur une hésitation, sur peut-être un moment aussi où les autres coureurs étaient à bloc dans la bosse et donc du coup ils sont un peu chipoter, revenir, un peu essayer de retrouver leur force. Lui il était encore bien et donc du coup il a voulu peut-être prendre de l'anticipation, il voulait peut-être pas partir tout seul, mais peut-être réduire ce groupe, hein, faire l'échappée de l'échappée. Et ça, malheureusement, il n'a pas réussi. Il a joué, il a perdu. Maintenant, d'un autre côté, il a été brave parce qu'il a été chercher quand même pas mal de coureurs tout au long de cette étape. Dommage pour lui. Maintenant, il fait un très beau début de Dauphiné. Pour quelqu'un où on avait des doutes sur sa forme avec sa blessure sur la course VTT, il revient quand même assez bien. Et donc, il faudra faire attention avec lui la première semaine sur le Tour de France. Ouais, puis c'est quand même. Tout le monde était contre lui dans cette échappée, donc je sais bien, moi aussi j'ai envie de. Je suis plus ou moins d'accord avec toi sur le fait qu'il ait attaqué, mais
c'est facile après coup de critiquer alors que Non, c'est certain. il a eu tout le monde contre lui et certes il est fort mais il est peut-être pas aussi dominant encore que sur les classiques etc. Et aller sur tous les coups, il a quand même fait beaucoup d'efforts. On en a pas encore parlé mais il y avait notamment un Julien Bernard à l'avant qui a fait pas mal de belles attaques qui ont fait parce que rouler Van Der Poel tout seul aussi pendant quelques hectomètres voire quelques kilomètres, donc je pense que ça l'a beaucoup usé et puis on l'a déjà dit 2 fois dans la vidéo mais c'est lui qui depuis le départ veut être dans l'échappée et a fait mal dans les quelques premières bosses et a créé déjà une première échappée, un deuxième groupe. Donc je pense que voilà, il a prouvé qu'il était en forme et comme tu l'as dit, Mais il a je perdu. suis totalement d'accord avec vous, mais en fait, je pense qu'il aurait eu pas tout le monde sur le dos à 15 bornes de l'arrivée s'il n'avait pas fait ça. Il aurait peut-être eu tout le monde sur le dos dans les 7 ou 8 derniers kilomètres où les gens auraient dit ah, là on commence à se rapprocher, on peut se permettre de jouer, parce que à ce moment-là, on n'est pas encore à 200% sûr que, enfin, on se doute, mais que l'échappée va aller au bout, quoi. Oui, mais je pense que si tu es directeur sportif à ce moment-là, qu'il y a quelqu'un devant et que tu as Van Der Poel dans ton groupe, tu dis roule pas, c'est à Van Der Poel d'y Ouais, aller. non, c'est Et certain. on voit après, je pense que les 12 directeurs sportifs des équipes qui Ouais. étaient devant ont presque dit la même chose. Donc, Ouais, non, je vous rejoins tout à fait. Mathieu Van Der Poel qui marche, puisque le jour avant, il fait encore un podium, mais c'est la victoire de Jonathan Milan. Ouais, presque impossible de le battre sur un sprint comme ça, avec cette concurrence, en tout cas sur ce Dauphiné. Ouais, mais par contre, il a été emmené de manière remarquable, et je pense que cette équipe chacun avait son rôle, et ça a été exécuté de la meilleure des manières. Ouais, ils ont peut-être pas Mathieu Van Der Poel, ils ont peut-être pas Wout van Aert pour lancer les sprints, mais purée, qu'est-ce que ce train fonctionne avec un Stuyven. Colsoni qui était peut-être pas au top, mais il a été remplacé directement par Edward Theuns, Stuyven, tu le dis. Équipe qui a pas hésité non plus à faire relever la moitié de son équipe quand Jonathan Milan a été en difficulté. Donc franchement, chapeau à l'équipe parce qu'il faut savoir prendre des risques pour pouvoir gagner. Et là, le Dauphiné en tout cas est déjà réussi, même si j'attendais quand même un peu plus de lui au niveau de sa forme dans les bosses, même si le niveau est très très haut. Je trouve qu'au début de saison, à Valence, dans les courses petites, avec des petits tape-cul, etc., il était souvent bien mieux que ce qu'il ne montre aujourd'hui. Et puis, je l'ai dit, au niveau de la concurrence, au niveau du sprint, il se retrouve face à des Mathieu Van Der Poel, des Fred Wright, Copage. Hugo Page, ok, Mélia Jake Janière. Stewart qui a l'air de pas mal marcher. Ouais. Et, Ouais, et un qui est nouveau vélo. très très beau Qui a fait deuxième, sur le d'ailleurs. vélo. Et donc du coup ce que je veux dire par là c'est que l'opposition n'est peut-être pas la plus rapide et il domine pas comme il aurait pu dominer dans certaines occasions précédentes avec un lead-out comme il a eu. Ouais, non, c'est certain, il domine pas à 100%, mais comme on l'a dit certainement dans la dernière vidéo avec Noah, Trey qui a fait un stage pour les coureurs de la montagne, pour les sprinteurs, ils reviennent de stage. Est-ce que c'est pas aussi une adaptation à tout ça? Je pense que la première semaine, enfin ici de compétition qu'on va avoir au Dauphiné n'est pas la première semaine qu'on aura sur le Tour de France. Ça va lui convenir beaucoup mieux aussi la première semaine sur le Tour de France. Peut-être qu'il a misé sur cette première semaine pour avoir le maillot jaune, pour avoir. Donc je pense chacun ses objectifs et peut-être que Philipsen lui ce sera le maillot vert. Je sais pas si ce sera le maillot vert pour Jonathan Milan, mais c'est sûr que quand on veut le maillot vert, il faut savoir grimper quand même un minimum. C'est sûr que là, s'il garde ce niveau-là dans la montagne, ça va être compliqué. Vous croyez que c'est possible que à la place de Philipsen, Van Der Poel joue le maillot vert ou impossible? Ouais, pour moi ça me semble compliqué quand t'as Philipsen qui toute l'année roule pour Mathieu Van Der Poel. Je pense qu'il y a un retour de manivelle qui doit être fait à un moment donné. Maintenant, oui, c'est clair que ce serait un très beau coureur, un très bon challenger, mais un peu trop irrégulier, je trouve, sur un grand tour, parce qu'il a des très hauts et des très bas, malheureusement, Mathieu Van Der Poel. Le seul moyen qu'il le fasse, je trouve, c'est que sur cette première semaine, il fasse un all-in sur les premières étapes et qu'un Philipsen se retrouve un peu piégé dans un rôle de il y a déjà un équipier devant et Mathieu Van Der Poel prend des points parce que c'est la course qui fait ça, et alors on se retrouve à avoir déjà Mathieu Van Der Poel a pris 3 ou 4 étapes avec énormément de points amassés et qui se retrouve leader par dépit, on va dire. Deuxième question pour vous par rapport à ça. Est-ce que et Mathieu Van Der Poel et Jonathan Milan vont jusqu'au bout de ce Dauphiné? Oui. Moi, je pense que oui.
Je pense que ça fait partie de leur programme et Ouais, que j'espère aussi. c'est important pour le tour qu'ils fassent les étapes et le dénivelé De aussi. toute façon, Mathieu Van Der Poel a pas gagné ce maillot vert, mais est déjà très bien parti pour le gagner. Je trouverais ça fou qu'il abandonne. Et Jonathan Milan, comme dit Noah, je pense que c'est dans la préparation et pourquoi pas. C'est quand même délicat pour une semaine faire 3 étapes et abandonner. Ouais. Autre étape, Ouais. et là c'était une La étape plus plus belle. surprenante. C'est une étape qui finalement, sous une attaque du coureur qui est peut-être celui qu'on critique le plus par sa passivité, Jonas Vingegaard, bah, l'étape a été de folie, en tout cas pour les 20 derniers kilomètres. Ouais, non, c'était fou. Franchement, on peut se le dire. Une étape où, bah déjà, on s'y attendait pas. Chacun ici, on peut se le dire, la première étape, on s'était dit, bah, ce sera sûrement pour Jonathan Milan ou pour un Un mec qui coureur. passe la première bosse. Oui, mais qui voilà, va c'est ça, Janière ou Hugo Page, même à la limite. Mais voir Pogacar, Van Der Poel, Vingegaard, Remco dans la même échappée, Buitrago qui a échappé, hein, ouais. qui a accompagné, c'est quand même exceptionnel et ils m'ont l'air tous sur une autre planète. Je pense que quelqu'un qui connaît pas très bien le cyclisme et qui regarde de temps en temps, doit des fois se poser des questions. On lui dit la plus belle étape d'un grand tour avec 5 cols et finalement il y a 0 attaque et là une petite bosse à quelques kilomètres de l'arrivée. Et on a les 3 ce qu'on appelle les fantastiques, mais en tout cas étape de fou. Je pense qu'on pourrait être nous rassurés pour Remco, rassurés pour la bataille parce que Vingegaard a l'air, en tout cas, même si on l'a pas vu en montagne, ça veut pas dire grand chose, mais a l'air très fort. Même sur le plat, j'ai trouvé qu'il y avait une sensation de puissance dans son coup de pédale et puis même l'envie d'attaquer, comme Boris l'a dit. On lui a presque jamais reconnu ça, même quand il était en seul à seul, donc j'ai trouvé ça magnifique. Et puis c'est arrivé à 5 avec Buitrago, quand même, faut quand même le citer parce qu'on ne le cite pas, mais incroyable. Ouais, et alors, moi j'ai juste deux choses. C'est une école de cyclisme pour montrer aussi que attaquer, c'est pas toujours dans la bosse qu'on attaque, mais quand on regarde, Jonas Vingegaard a attaqué sur le sommet, quand tout le monde avait monté toute la bosse à bloc. Et le fait que Remco puisse faire le bond comme il l'a fait, c'est parce que bah justement tout le monde était à bloc. Et après la bosse, bah, ils étaient tous cuits. Alors que Remco, bah, là, bah, quand même, pour moi, de tous ceux qui sont devant, c'est celui qui a eu la plus grosse démonstration de force, je pense. C'est aussi celui qui a peut-être le plus roulé devant, je pense. Un peu trop, d'ailleurs, parce que maintenant il a un bon petit sprint et je pense qu'il aurait pu challenger au moins Jonas Vingegaard, voire même Tadej Pogacar. Mais en tout cas, superbe course et en tout cas, je suis vraiment content de voir en effet Remco Evenepoel à ce niveau-là. Et en plus, on pouvait se dire Mathieu Van Der Poel va gagner le sprint d'avance. Je trouve que ces grimpeurs de nature ont tous pris ces dernières années énormément de points de vitesse parce que les bonifs sont importants de plus en plus sur les étapes, parce que pour gagner une course maintenant il faut d'office avoir une petite explosion. Pogacar a toujours eu beaucoup d'explosivité, mais je pense qu'il en a encore plus maintenant. Remco Evenepoel en a pris beaucoup et Vingegaard, je suis vraiment, c'est lui qui pour moi personnellement le plus épaté parce que c'est lui qui attaque, il a l'air quand même vachement explosif, il est très fort alors qu'on n'est pas du tout sur son terrain, on n'est pas du tout sur ses qualités de base et je suis en train de me dire que s'il est fort comme ça sur ces qualités-là, pourquoi pas être encore plus fort sur les qualités qu'on lui connaît, sur la montagne, sur les moments où il faut rouler pendant monter un col d'une heure, enfin c'est ça que moi j'ai envie de voir et c'est pour ça que je change un peu mon pronostic de la semaine dernière en disant que que Pogacar va gagner assez facilement ce Dauphiné. Je pense qu'il va toujours le gagner, mais qu'il n'y aura pas des écarts très significatifs. Ouais, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Bah, je voulais juste dire, tu as parlé un peu du sprint, oui c'était une étape magnifique. Le sprint, bah, je pense que il n'y avait pas tant de différence que ça entre les gars qui étaient devant parce que je pense qu'il y a un système d'aspiration, il y a des gars qui ont lancé plus tôt, Van Der Poel et Remco étaient plutôt devant, Pogacar et Vingegaard reviennent plus par l'après. Je pense que tout C'est ça dans le joue face, et c'est- qu'il ne faut pas trop non plus tenir compte de Pogacar est plus fort au sprint que c'était un sprint magnifique, c'était incroyable de Ouais. voir un mélange de puncher, sprinter et grimpeur Très dans belle la même photo image. aussi. Mais voilà, je pense que si Remco était placé au bon moment, un peu plus derrière au moment, je pense que ça aurait très bien pu être lui, comme Vingegaard, comme Van Der Poel. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas trop tenir compte précisément du sprint Oula. à ce moment-là. La semaine passée, vous avez tenu quelques, en tout cas, points d'interrogation ou objectifs pour chacun des trois coureurs qui jouent le classement général pour le Tour de France. Est-ce que ce début de Dauphiné vous donne des enseignements? Est-ce qu'il y a
un point que vous allez retenir de ces 3 premiers jours? C'est peut-être pour J'ai moi. d'autres questions qui me viennent. En fait, moi, je suis pas rassuré, mais j'ai d'autres questions qui me viennent en tête. Ok. Je vais commencer. Je le répète. Pour moi, finalement, Remco doit jouer le classement général de ce Dauphiné parce qu'il est en position, finalement, après 3 étapes où il a de la force. En ayant vu le parcours, c'est des étapes dures sans être non plus des étapes insurmontables pour Remco. Et demain, il va avoir un chrono où j'espère il va pouvoir prendre une petite marge. Et donc, du coup, il va très vite se retrouver dans les alentours quand même. Après, il va falloir être fort pour le lâcher, quoi. C'est juste ça que je voulais dire. Ouais, je te rejoins, mais je me demande s'il va vraiment faire une grosse différence sur ce chrono-ci. En fait, c'est surtout ça. Il y a une bosse dans ce chrono. Il est quand même pas si long que ça. Je me pose vraiment 18 cette kilomètres. question. Si ça va vraiment, allez, ça va l'avantager, oui, c'est sûr. Mais si il va même ne fût-ce que prendre quelques secondes ou quelques dizaines de secondes, ce serait incroyable. Mais s'il n'y a pas plus de 10, 15, 20 secondes d'écart, bah, je pense que ça va être très compliqué parce que, comme tu le dis, c'est peut-être pas les plus grosses ascensions, les plus grandes étapes de montagne, mais ça reste quand même de la montagne. Et les bonifications. à Et chaque les fois. bonifs, c'est à chaque fois 10 secondes. Donc, comme je le dis, ici, on l'a laissé l'échappée sortir, mais les prochains jours, je suis pas sûr qu'on va les laisser sortir à chaque fois. Ouais. Moi, si je devais dire des éléments, pour répondre à ta question, je vais en dire trois. Un, je pense que les trois sont motivés, surmotivés et sont bien. Ça fait plaisir à voir, comme on l'a vu lors de la première étape. Donc les trois équipes sont à fond pour leur leader. Deuxième élément, je pense qu'ils vont tous les trois évidemment jouer le général et tout faire pour gagner ce Dauphiné. Et troisième élément, je pense qu'on saura beaucoup plus en dire déjà après le chrono et puis après la première étape de montagne de vendredi. Parce que là, oui, c'est beau ce qu'on a vu, il y a des enseignements qu'on peut tirer, mais dire clairement, il y en a un qui est au-dessus de l'autre. On a vu une bataille magnifique, des hommes en forme. Mais sur un col de 15 km, on ne sait pas ce que ça donne et c'est là que le temps se fait. Donc, Et j'ai une question pour vous. C'est toujours sûr à 100% que Remco Evenepoel va gagner le chrono? Enfin, va être le meilleur des favoris? Pour moi, oui. non, pour moi, c'est pas sûr à 100%. Et Qui pour alors? moi, Je pense qu'il peut avoir match quand on voit sur le plat, comme j'ai Entre dit, les trois, alors? comment il marchait. Bon, entre les trois, peut-être que le fait de porter le maillot jaune, Roméo, pourquoi pas, peut se sentir pousser un peu des ailes, je sais pas. Et d'ailleurs, question, Roméo avait, parce que la vidéo va sûrement sortir après le chrono, donc ça Mhm. c'est quand même à voir, mais Roméo avec le maillot jaune, on sait qu'il a été très très fort chez les jeunes au niveau du chrono, même déjà cette année il a fait quelques performances. Pour un chrono plus ou moins similaire au Tour de Romandie, il a perdu une quarantaine de secondes sur Remco. Est-ce que il garde le maillot ou pas? Selon Non. moi, oui. Moi, non. Il y a malheureusement une bosse de 1,5 km qui va un peu fausser enfin, fausser, non, mais qui va un peu l'emmerder, je pense. Parce que pour moi, les autres, ils sont dans leur forme de leur vie, hein. Là, on le voit, on a vu Remco Evenepoel, comment il était déjà fort au Tour de France l'année passée. Et il dit, selon lui, qu'il est encore meilleur maintenant que l'année dernière. Je pense, lui, il a aussi un objectif. Enfin, c'est con, mais les chronos qui seront sur le Tour de France, le chrono du championnat de Belgique, je pense que lui, il est prêt pour ça. Il est prêt pour cette discipline-là, en tout cas. Donc, personnellement, je pense que ce sera toujours le meilleur des favoris. Maintenant, je pense que Vingegaard va être très fort aussi là-dedans. Et on sait qu'il a des qualités aussi là-dedans. Mais je pense que ce sera trop juste une minute pour Remco Evenepoel. Ok, d'accord. On passe peut-être sauf s'il y a encore un enseignement que vous voulez aborder sur ce Dauphiné, non? On passe aux courses en Belgique avec victoire de Quickstep et victoire d'Alpecin de Koenig. Alors on va commencer peut-être par Paul Magnier, vainqueur à la Heist Pale. Course marquée encore une fois par énormément de chutes. Qu'est-ce qui explique ce nombre de chutes comme ça en permanence, les gars? Bah, retour à la compétition de certains coureurs aussi. Il y a eu une pause pendant le Giro. La dernière course, c'était, à mon avis, de haut niveau comme ça. C'était sûrement Francfort, non? C'est ça. Ouais, ça doit être. Ça doit être Francfort. Donc, que ce soit tous les coureurs qui reviennent à la compétition, donc ça met une pression. Et les coureurs qui ont toujours continué à courir sur des courses inférieures, bah, ils ont envie de bien faire sur ce genre de courses, donc ça met vraiment une pression de tout le peloton et malheureusement bah, ça provoque des chutes. Bah oui, je pense que c'est évidemment un élément de réponse.
Maintenant, voilà, il y a des cartes jaunes maintenant, des amendes, des sanctions en termes de temps. Et j'ai l'impression qu'on évolue à ce côté-là et qu'on évolue pas du tout du côté des organisateurs, alors que je sais bien que c'est difficile d'organiser des courses, que voilà, mais je trouve qu'on voit encore tout le temps des finales très dangereux, voire même peut-être plus dangereux que ce qu'on a vu, alors qu'on nous parle de sécurité, que les coureurs ont des amendes, ont des cartes jaunes, des fois très justifiées, des fois pas du tout justifiées. Il faudrait trouver je pense, un Ou juste même milieu à ce niveau-là. le déclassement d'Oliveira, hein, on pourra en parler, mais qui n'est pas du tout mérité, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Et on voit j'en avais déjà parlé sur la dernière vidéo du Giro, on voyait certes sur les étapes de montagne, mais 15 virages dans les 500 derniers mètres. Là, on Ouais. voit des îlots non signalés, sans ballot ou sans protection. On voit encore, on passe d'une grande route à une toute petite route sans vraiment de grosses indications ou de protection. Enfin, je trouve qu'on voit encore trop de finales, beaucoup trop dangereux, alors qu'on nous bassine avec ça, avec la sécurité. Donc c'est mon petit coup de gueule. Et quand je regarde dans tous les médias, on critique les coureurs parce que il faut entre guillemets un peu n'importe quoi, mais j'ai envie de dire, ils suivent un peu le parcours et des fois quand on lâche des lions dans une cage et que tout le monde, le but c'est d'être premier sur la ligne d'arrivée, ben voilà, le but c'est d'être premier, peu importe ce qu'il y a sur le parcours. Donc il y a un juste milieu à avoir dans la critique de la sécurité. Les coureurs, ils sont pour quelque chose, mais pas que, selon moi. Ouais, puis comme tu le dis, le parcours est différent. Là, on court des grands tours, on court des tours où l'ambiance est différente. Que ici, là, à chaque virage, une échappée peut sortir, une attaque peut arriver. C'est à chaque fois des placements parce que c'est des courses où il y a des secteurs pavés, des ascensions, des bergs ou même des sentiers. Donc, chaque moment est important et le nombre de coureurs qu'on voit sur le bord de la route qui ont crevé, qui ont une bête petite chute ou qui ont glissé ou qui sont mal mis, le placement c'est super important. Donc on peut pas en vouloir à des coureurs d'être stressés ou d'avoir une pression, d'être bien placés pour ne pas avoir d'erreur parce qu'après c'est leur faute. Ouais. Donc Paul Magnier qui remporte ce sprint après une petite bosse en pavé devant Tobias Lund Andersen. Le nom du troisième m'échappe, mais bon c'est pas grave, on va passer. Simon Deher. Simon Deher, ça va être d'ailleurs l'ancien champion de Belgique chez les Espoirs. Et donc aussi, donc on pourra passer directement à la Bruxelles Classics. Bruxelles Classics qui est quand même une ancienne grosse course qui aujourd'hui est perdue peut-être un peu de notoriété, mais qui retrouve quand même le Bosberg, le mur de Grammont, le Congoberg aussi. On a de tout. Tout le monde peut gagner cette course-là. On a eu Abramsen qui a gagné l'année passée. Et cette année, on est arrivé au sprint avec un Tim Merlier surpuissant, on va dire. On a vu de tout dans cette course. Je trouve qu'il y a eu de l'anticipation, il y a eu une échappée qui a été très loin. On a eu un sprint massif. Je pense que tous les coureurs, comme tu dis, peuvent s'exprimer sur ce genre de course. La dernière ascension était peut-être un rien loin de l'arrivée, mais si tu as un homme fort ou un groupe d'hommes forts, le vent bien placé, ça peut aller au bout. Ici, on a eu une équipe Quick-Step qui a super bien géré. Tim Merlier, et je pense ça va être très compliqué d'aller le battre sur le début du Tour de France parce qu'il est vraiment monstrueux. D'ailleurs, même pour le championnat de Belgique, je pense que ça va être compliqué. C'est un endroit qu'il affectionne bien en plus. Donc franchement, chapeau à eux. Et c'était un sprint très long quand même, hein, parce que on a pu voir un retour d'Arnaud Delis au haut niveau, on va dire, avec une troisième place. Je pense que c'est Renard qui fait 2. Non, c'est Renard qui fait 2. Renard, ouais. Et on peut voir que c'est des coureurs qui se sont réassis à la fin de leur sprint qui étaient épuisés, quoi. Oui, on a vu Noah dans le sprint, un Tim Merlier qui a voulu aller, il s'est rassis, et puis il est reparti après, et il gagne finalement avec 3 vélos d'avance. Ouais, comme Hugo l'a dit, super fort, très bien emmené. Et puis, c'est vrai que certains sprinteurs, et c'est rare, ont des fois la possibilité de faire un peu un double sprint. On en parle beaucoup, un sprint de placement et un deuxième sprint. Et je pense que Tim Merlier, que ce soit sur cette course-là ou sur toutes les autres courses, est la meilleure incarnation de ce double sprint. On voit que pour le placement, que même s'il a souvent un train magnifique, il a la capacité de faire un magnifique sprint dans la finale en ayant fait un sprint de placement avant ou déjà un bel effort avant. Donc ce double effort est, je pense, important dans le sprint moderne. Et chapeau à Tim Merlier, chapeau à Quick-Step, à Soudal qui fait gagne le doublé. 2 fois Ouais, c'est ça. en 2 jours. Et donc le lundi, je ne sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose, mais le lundi, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de coureurs qui sont en forme. L'équipe UnoX a attaqué dans tous les sens. On a Fred Heim qui fait encore 4ème si je me trompe pas. Et puis après on a... Ouais. C'est juste très compliqué, enfin je reviens là-dessus, mais pour des coureurs, enfin pour des équipes comme justement UnoX, de refaire leur sélection pour un Tour de France, parce que
Bah, par exemple, on peut parler de Colt qui ça lui convient très très bien la première semaine, mais il est nulle part au niveau forme. Euh, des coureurs comme Tiller, etc., c'est des coureurs qui sont en forme et qui sont en forme tout le temps. Mais est-ce qu'ils vont aller apporter quelque chose pour le résultat? Est-ce qu'ils sont assez rapides, etc. C'est quand même très difficile pour eux parce que j'ai vraiment l'impression que je peux mettre 10 noms dans cette section. Ouais, d'ailleurs, sur Pro Cycling Stats, c'est la seule équipe avec presque la moitié de l'effectif Ah oui. dans la présélection. Parce qu'on a des très très beaux noms et des très coureurs qui marchent très très fort. Noah, c'est une course qui te tient à cœur. Le lundi, c'était l'Antwerp Porte Epic. Et donc, dis-nous en plus. Oui, ben, super course qui mélange des pavés, des chemins, enfin tout ce qui est possible d'être praticable ou de plus ou moins praticable en vélo. Une vraie course de guerrier. On voit souvent les coureurs qui ont un peu la tête sale, comme souvent à Paris-Roubaix, même quand c'est un peu humide. Et c'est Timo Kilic qui gagne à Cyclocrossman, donc qui, je pense que ça n'a pas déplu ce type de terrain, qui arrive avec Wheelin, ils arrivent à deux, ils résistent au peloton à seulement quelques secondes, un peloton lancé avec les équipiers de Tim Merlier à pleine vitesse, ils ont résisté pendant pas mal de kilomètres. Kilic qui était parti tout seul bien avant, donc très fort, et comme tu l'as dit, magnifique course, je trouve qu'il y a du spectacle, et voilà. Suspense jusqu'au bout, t'as raison, c'est ça qui fait plaisir sur ce genre de course. C'est bien quand on n'a pas un favori enfin, si on a un favori qui se dégageait, c'était Tim Merlier, comme tu l'as dit, mais vu que ça n'arrivait pas au sprint, bah on pouvait pas dire qui allait gagner, on savait pas si le peloton allait revenir. Et franchement, ils ont bien géré. Le Uno X, que je ne saurais plus dire son nom, Welling. Welling, bah, il a très bien géré ça aussi. Il a Oui, fait travailler il a sorti Kilic quand il fallait. ouais, il a sorti très très tard pour revenir sur Kilic, et malgré tout Kilic a quand même passé quelques relais, et donc c'est quand même quand ils se sont rejoints. Et alors on peut aussi parler de l'équipe Quick-Step qui a malheureusement cette fois-ci s'est retrouvée un petit peu trop courte. Ouais, bah, c'est peut-être ce qui va se passer encore une fois sur le Tour de France, hein, avec qu'il aura que deux hommes avec lui, Tim Merlier. Et donc c'est pour ça qu'on peut se poser la question, est-ce que il va pas enfin est-ce que ça va arriver pour lui, est-ce que ça va l'avantager ou pas? Mais moi je voulais aussi mentionner quelqu'un, c'est Del Grosso, je pense, Ouais. qui fait encore une Une très super belle course. course. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et avec toute l'équipe Alpecin, ils se retrouvent à un moment donné, il reste plus qu'une 25 coureurs et ils sont encore 5 dans le groupe. Donc force à eux. Franchement, très belle course de leur part. Mais- Autre équipe, ouais. Non, Vas-y. j'allais dire un peu moins positif. Arnaud Delis qui Ouais, a faut le dire. chuté, qui a dû abandonner. Heureusement, normalement, il n'y a pas de fracture, d'après les nouvelles qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, c'est encore une petite épine dans la chaussure. Il sera normalement au Tour de Suisse, il est toujours annoncé. Mais voilà, après tout ce qui lui est arrivé, c'est jamais positif avant le Tour Et d'avoir un ennui comme ça à ce moment-ci. il y a deux choses que je veux juste mentionner avant que tu continues. Il y a Lorenz Rex qui fait qui est très Je très voulais en fort. parler, ouais. Et aussi, dans cette course-ci, il y a eu un problème de Signalisation. signalisation, encore une fois, sur les coureurs. Ça fait quand même beaucoup cette saison, je trouve. Et on a vu qu'il y avait le seul Piquet qui n'était pas avec de la paille, c'est celui que Arnaud Delis se prend. Donc c'est dommage, comme tu l'as dit, c'est quelques petits trucs à régler encore. Ouais, on revient sur Lorenz Rex. Lorenz Rex, on le sait, on en a déjà parlé beaucoup entre nous. C'est un coureur, une force de la nature. C'est peut-être un des meilleurs coureurs au monde dans un train pour une équipe. Il fait quatrième de cette course. Il a attaqué peut-être 20 fois dans cette course-là. Et finalement, c'est lui qui sprint alors que Binyam Girmay est encore dans le groupe. Premièrement, est-ce que ça vous étonne? Deuxièmement, est-ce que finalement il y a une passe d'armes dans cette équipe, ou est-ce que tout simplement c'est Binyam Girmay qui n'est pas au niveau où il devrait l'être? Tu Euh, veux répondre? Moi, oui, ça m'étonne au départ quand je vois Girmay, je pense que c'est lui qui va sprinter. Après, je pense que maintenant, les équipes et les coureurs communiquent beaucoup. Et je pense que, je sais pas s'il y a une vraie passe d'armes sur, je vais dire, du long terme, comme tu l'as posé sous forme de question. Mais je pense que, ouais, là, il était pas bien. Et je pense qu'ils ont vu ensemble que c'était mieux que ce soit Lorenz qui sprint. Moi, je le vois comme ça. Moi, je pense que Simplement. Lorenz ne sera jamais un pur sprinter, donc un sprint de free massif. Mais je pense que sur des courses comme ici, ça lui convient vraiment bien. Et je pense que c'était vraiment l'homme qui se sentait le mieux, qui avait les meilleures jambes. Et on a vu tout le long de la course que Lorenz Rex avait les jambes en feu. Donc je pense que c'était légitime qu'on lui laisse au moins sa carte sur cette course-ci. Et Binyam Girmay, il faut s'inquiéter. Oui, Je pense aussi. Ouais, parce que là, il a fait des courses qui normalement lui conviennent à merveille.
les courses en Belgique pour gars qui vont vite et quand même pour hommes forts, bah, théoriquement ça lui convient bien à 3 semaines du Tour. Inquiétant, je trouve, ouais. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça que l'année passée, à cette période, enfin dans un mois, hein, il y aura un an, il marchait sur l'eau, tout lui réussissait, et cette année, malheureusement, que ce soit les périodes des classiques, que ce soit les périodes après, maintenant dans les courses de transition, bah, il ne soit pas au niveau où on l'attend, et donc du coup, que ce soit lui ou Gerben Thijssen, finalement, sont impactants négativement pour leur équipe. Ouais, mais il y a un an tout pile, on dit la même chose de Girmay. Et Girmay va chercher 3 étapes sur le Tour de France. Et ici, c'est encore possible que Gerben Thijssen fasse la Vuelta et qu'il aille chercher 2 étapes et leur saison, elle est entre guillemets sauvée. Maintenant, je suis d'accord qu'il faut s'inquiéter. Mais encore une fois, un tour, c'est différent. Girmay, je suis sûr qu'en deuxième semaine, il sera meilleur qu'en première. Je pense que ça va revenir et qu'il aura c'est toute une question d'entourage et une question autour de lui. Mais maintenant, t'as raison à 200%, il faut s'inquiéter parce que malheureusement, moi j'aurais bien voulu le voir, j'aimerais bien le voir au top de sa forme sur la première semaine parce que c'est ce qui lui correspond. Ouais, moi je pense aussi qu'il faut s'inquiéter maintenant, savoir pourquoi. Je pense, voilà, un petit élément de réponse. Je pense que dans le cyclisme moderne, on est vite invisible tellement le niveau est haut. Donc, je pense que finalement, oui, il est peut-être loin, mais je pense que des fois, il manque quelques pourcents et le niveau est tellement élevé que ça peut être à pas grand-chose. Certes, 3 semaines c'est court, mais il y a encore 3 semaines pour peaufiner. Je sais pas du tout s'il est parti en stage ou pas récemment. Donc, ça peut aussi expliquer ça, comme on le dit avec certains coureurs. Je pense que la préparation maintenant dans toutes les équipes, en tout cas du World Tour, est optimale pour les coureurs et quand même relativement calculée. Il y a quand même des pics de forme qui sont théoriquement prévus. Donc voilà, j'attends à voir, même si c'est inquiétant. C'est difficile de savoir vraiment pourquoi il ne marche pas. Même peut-être que lui, il ne sait pas trop à ce moment-ci. Après, il aura encore quelques kilomètres sur le Tour de Belgique qui vont pouvoir ou le Tour de Belgique ou le Tour de Suisse, je sais plus. Mais et en tout cas, il pourra encore faire quelques kilomètres de course. Juste petite anecdote pour dire que le niveau augmente chaque année. Ce week-end, il y a eu un interclub chez les élites espoirs de 150 km qui a été couru en 3 heures et 5 minutes. 49 de moyenne. C'est de la folie. Le niveau augmente chaque année. D'accord, c'était assez plat. D'accord, c'était une course en circuit sur des belles routes. Mais malgré tout, un 49 de moyenne sur 3 heures. Bah, chapeau à ces coureurs qui l'ont fait. Toscano, ton ancien équipier, fait 3ème d'ailleurs. 3ème, ouais. Tournai de l'équipe Mini Viscar aussi a gagné. Donc chapeau à eux. Et les gars, je sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose sur les courses de cette semaine. Non, je pense qu'on peut passer aux prochaines étapes du Dauphiné, peut-être. Ouais, ok, ouais, on peut parler du chrono. Et donc du chrono, bah voilà, je sais pas qui voulait. Ouais, je pense que ça, on en a déjà un peu parlé. On a se dit un peu voir qui est notre favori. Je pense que personnellement, moi, c'est Remco Evenepoel. Pour le chrono. Ouais. Ok. Ouais, pour moi aussi, ouais. Moi, je vais faire un petit coup de poker. Je vais dire remake Vingegaard du Tour de France d'il y a 3 ans. Donc pourquoi pas, sans chrono. Ouais, et Avant alors tu voulais parler d'étape par étape ou tu voulais non, faire peut-être plutôt pour le classement général? Pour vous, ouais, classement général, comment est-ce que, enfin, ou alors aussi, première question, est-ce que les échappés peuvent aller encore au bout d'ici la fin de ce tour? Ouais, pour moi, jeudi, vendredi. Et avec quel coureur? Un Paul Sexas qui peut peut-être s'exprimer? Non, pour moi, il va essayer de jouer le général jusqu'au bout. Je m'attendais à Ben Illy, mais Ben Illy, je le trouve Très juste. très juste, ouais. Parce que même quand il a attaqué, il s'est très vite rentré dans le rang. Finalement, c'était pas lui le leader, c'était quelqu'un d'autre de son équipe. Non, j'aimerais bien Romain Bardet. J'aimerais bien Romain Bardet dans l'étape de vendredi. Ça serait beau. J'aimerais bien qu'il puisse finir samedi, dimanche en échappée pour le plaisir. Maintenant, comme ça, là, de tête, qui pourrait aller dans les échappées? Ouais, pour moi, Romain Bardet serait vraiment l'idéal. Dans cette équipe de chez Bahreïn, j'ai quand même une question. Il y a Buitrago qu'on a vu qui a l'air très en forme. On a certainement Lenny Martinez qui est en forme aussi. Comment faire cohabiter les deux ensemble? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y en envoie un dans l'échappée et on envoie l'autre au général? Je pense que les deux vont rester ensemble pour le général. Après, c'est l'avantage, c'est pas un tour de 3 semaines, donc il y aura entre guillemets que 3 étapes de montagne. C'est beaucoup sur une course de 8 jours, mais je pense qu'ils resteront tous les deux pour essayer de jouer leur carte et voir un peu où ils en sont par rapport aux autres favoris.
Réponse après le chrono, déjà, c'est la première chose. Et deuxièmement, on en a parlé assez pendant le Giro. Je pense que garder 2 leaders jusqu'à la fin de ce week-end, c'est faisable. Et Aleni Martinez peut titiller sur une arrivée au sommet de, par exemple, celle juste après le chrono. Non, vendredi plutôt. Pour moi. Euh, Vendredi, si on vient pour la gagne, je pense que c'est un favori avec, un outsider, je dirais, derrière Tadej Pogacar. Ouais. ok. Ouais, bah, je suis plus ou moins d'accord. Après, c'est compliqué de se projeter, mais ouais, s'il est en pleine forme, il est d'office bon dans ce type d'effort, donc ouais. Et alors, du coup, votre vainqueur du Dauphiné? Tadej. Je vais dire Jonas, encore une fois. Ouais, Pogacar pour moi aussi, puisque les arrivées sont pas assez. Elles sont assez punchy justement, Ouais. et je pense que ça lui convient très très bien. Nous les gars, restez dans votre fauteuil puisqu'on va faire directement une deuxième vidéo sur le Tour de Suisse qui sortira ce vendredi. Allez, merci beaucoup.